Écoutez, bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Lucille Schmid et je viens de prendre la présidence de la Fabrique écologique. Je dois coller ça ici, vous m'entendez beaucoup mieux. En succédant donc à Géraud Guibert, devenu président d'honneur de notre structure. Donc c'est un plaisir de vous accueillir pour cet atelier co-écologique, atelier sur les politiques de l'eau, atelier qui va vous faire des propositions innovantes à la fois sur les concepts, les réalités écologiques et la gouvernance. Vous avez bien installé pour organiser ce débat. Je vais faire dans l'ordre. Shiraz Moreh-Bailly, qui est rapporteur de ce groupe de travail. Pierre Victoria, vice-président de la Fabrique écologique, qui connaît parfaitement les questions de l'eau et qui a les connaît parfaitement, et qui a présidé donc ce groupe de travail. Pierre-Alain Roche, qui sera l'un de nos grands témoins et qui a été directeur général de l'agence Seine-Normandie. Et puis Thierry Burlot, qui était membre du groupe de travail, qui préside le Cercle français de l'eau, et puis qui a aussi des tas d'autres responsabilités institutionnelles dans le domaine de l'eau. Je vais laisser Pierre en parler mieux que moi, mais on est content que vous soyez assez nombreux, et il y aura place pour un débat qui aura lieu après la présentation de la note et de ses propositions, et tout cela sera enregistré, donc vous parlerez dans le micro et vous vous présenterez. Voilà. Ayant fait ce petit point logistique, Pierre, je te laisse la parole. Merci Lucille. Je voudrais juste dire quelques mots sur pourquoi la Fabrique écologique s'est intéressée au sujet de l'eau, en fait. Moi, je suis rentré à la Fabrique grâce à Géraud en 2021, lorsque j'ai pris ma retraite. Et depuis le début, Géraud me disait ça serait bien qu'on réfléchisse au sujet de l'eau. Voilà. Et en même temps, la question qu'on se posait, qu'on voyait, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans le sujet de l'eau, et j'en sais quelque chose, et que, en même temps, le sujet de l'eau était en train de monter très fortement sur les agendas politiques et médiatiques. Beaucoup plus sans doute que ce que nous avions connu, ceux qui s'intéressent au sujet de l'eau, mais ceux qui sont autour de cette table, il y a une dizaine d'années. Crise de la disponibilité, crise de la qualité, crise, exacerbation des tensions, des usages. On voit bien que le sujet était en train d'excéder. La question qu'on s'est posée au sein de la Fabrique, c'est que la Fabrique, qui par définition est là pour avoir une approche écologique, une approche du vivant et de la nature, qu'est-ce que nous avions à dire de ce qui était en train de se passer sur les crises convergentes de l'eau et sur l'opposition des différents acteurs. Et le regard qu'on a eu très vite, c'est que, et notre analyse, c'est que dans le fond, dans l'exacerbation des crises, le vivant était sans doute le plus grand perdant. C'est-à-dire qu'on sentait que les décisions étaient prises rapidement entre les usagers, entre la question des sécheresses et des inondations, mais que toute la problématique qui, quelque part, est induite par la directive cadre de 2000 sur le bon état écologique, le fait de s'intéresser non seulement à des normes de rejet, mais à la flore, à la faune et sa capacité à se développer, était un peu mis de côté par la logique d'urgence. Et face à cette urgence, on s'est dit que nous, peut-être, nous, la Fabrique, on avait quelque chose à dire. Donc voilà l'origine un petit peu du sujet. C'est dans le fond, on s'est positionné un peu en défenseur du vivant, en disant est-ce qu'il n'est pas le temps qu'on sorte du bois, pour me permettre l'expression, pour dire aussi ce que nous pensons de la question de l'eau par rapport à la question écologique. Alors bien évidemment, il y a longtemps que les sujets de l'eau sont sur la table et sont accélérés. Je parlerai peut-être du rapport du GIEC de 2022 qui a été là-dessus particulièrement important. Et donc, en tous les cas, c'est autour de ça que nous nous sommes réunis. Alors, un groupe de travail très peu nombreux, de 6 ou 7 personnes, comme le fait habituellement la Fabrique. Je voudrais remercier Florence Domas, qui est là, déléguée générale du Cercle français de l'eau, et Thierry Burlot, qui est son président, et qui est aussi président du comité de bassin Loire-Bretagne, qui ont largement contribué à ce travail. Il y en a d'autres qui ne sont pas là, je pense à Daniel Zimmer, Agathe Zen, entre autres, qui ne peuvent pas être là, mais qui ont aussi largement contribué à infléchir notre travaux. Vous retrouverez de toute façon le nom des signataires sur la note. Ce que je vous propose, c'est que je vais laisser Shiraz, qui a fait
un très gros travail, et merci à Shiraz qui, bien évidemment, du fait de sa jeunesse, n'avait pas nécessairement une histoire dans l'eau aussi prégnante que d'autres au sein de ce groupe de travail, qui a fait un remarquable travail de rédaction, d'analyse de nos travaux. Je vais lui laisser présenter un petit peu le rapport tel qu'il est, les idées forces en tous les cas que nous avons retenues, et je reviendrai après sur les propositions que nous souhaitons mettre au débat ce soir. Oui, alors comme l'a dit Pierre, ce qui a présidé à l'élaboration de cette note, c'est que la gouvernance de l'eau en France est remarquée, y compris à l'international, comme une des plus sophistiquées, une des plus pionnières, puisqu'elle est en place depuis 1964. Et donc la question qu'on s'est posée au début du groupe de travail, c'est pourquoi cette gouvernance qui est si sophistiquée, qui est souvent louée pour sa capacité à organiser les politiques de l'eau en France, pourquoi est-elle mise en difficulté face aux effets du changement climatique et à la pollution de l'eau? Pourquoi ne parvient-elle pas à organiser une réponse à ces problèmes? Alors je vais peut-être faire un rapide rappel sur comment fonctionne la gouvernance de l'eau en France et quelles sont ses spécificités. Cette gouvernance, elle est organisée premièrement selon une logique hydrographique, c'est-à-dire qu'elle est organisée par bassin versant, c'est-à-dire les bassins où l'ensemble des cours d'eau s'écoulent dans le même fleuve. Et ce, dès 1964, l'organisation par bassin versant, elle concerne la planification des usages de l'eau et de la préservation de la ressource qui est actée à travers des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau par bassin versant. Mais cette logique hydrographique, elle s'applique aussi au financement de la politique de l'eau par les agences de l'eau, donc des établissements publics qui, eux aussi, ont un périmètre par bassin versant. C'est également une gouvernance qui, au moins en théorie, est profondément démocratique, puisque ces schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau sont votés par des comités de bassin où sont représentés l'ensemble des usagers économiques et non économiques de l'eau, les élus locaux et les représentants de l'État. Enfin, c'est une gouvernance qui est organisée par la puissance publique, puisque, outre le rôle des agences de l'eau, le rôle des comités de bassin, à l'échelle plus locale, les préfets, d'une part, jouent un rôle en autorisant certains prélèvements d'eau, et d'autre part, les collectivités territoriales ont la gestion de ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire l'acheminement de l'eau potable et l'assainissement des eaux usées. Donc on a une gouvernance qui suit une logique hydrographique et aussi démocratique, qui est assez pionnière, mais on a cherché à comprendre pourquoi, malgré cette gouvernance qui sur le papier est très bien, on a un tel manque d'efficacité pour prévenir les conflits liés à l'eau, et notamment à celui de Sainte-Soline. On a premièrement identifié deux espèces d'impensés dans cette gouvernance qui ne permettent pas de prendre en compte l'ensemble des besoins des écosystèmes dans la répartition de l'eau disponible finalement. Le premier impensé, c'est que malgré cette organisation démocratique, l'eau n'est pas véritablement pensée comme un bien commun, c'est-à-dire un bien accessible à tous, mais que l'on peut dégrader. Elle n'est pas pensée comme un bien dont aucun ne pourrait être exclu. Et on a identifié une logique assez problématique dans la gestion quotidienne de la gestion de l'eau. C'est une logique de club où certains usagers s'approprient une partie de l'eau et n'en laissent finalement plus ou pas aux autres usagers. Et c'est typiquement ce qui s'est passé à Sainte-Soline, où certains usagers agricoles, par la construction d'une bassine, se sont appropriés une partie de la gestion de l'eau sans concertation préalable avec d'autres usagers, mais surtout sans prise en compte des besoins d'un usager qui est souvent, un usager entre guillemets, qui est souvent mal représenté, c'est la nature, les écosystèmes. Le deuxième impensé qui est lié à ce premier constat, c'est qu'effectivement, la gouvernance de l'eau à l'heure actuelle est incapable, ou du moins a des difficultés à prendre en compte les besoins des écosystèmes, parce que l'eau dont a besoin les écosystèmes n'est même pas comptabilisée, elle n'est même pas prise en compte dans les calculs finalement de répartition de l'eau à l'échelle d'un bassin versant. Cette eau, on l'appelle l'eau verte. Pour essayer de l'expliquer simplement, l'eau bleue, c'est l'eau qui coule, que l'on voit s'écouler dans des cours d'eau, dans des lacs, qui après rejoint l'océan. L'eau verte, c'est l'eau qui s'infiltre dans les sols, qui après est récupérée par les végétaux, qui ensuite la relâchent dans l'air par évapotranspiration. C'est donc une eau qui est invisible, mais qui est centrale
dans le bon fonctionnement des écosystèmes. Or, cette eau, elle n'est pas prise en compte quand on répartit, quand on pense la gestion de l'eau. Et c'est lié à un problème plus global de non prise en compte des avancées scientifiques les plus récentes concernant notre compréhension des cycles de l'eau et dans la façon dont les territoires, ses usagers, mais aussi les milieux naturels, ont des besoins en eau qu'il faut remplir. Donc voilà, c'est un petit peu les deux impensés qu'il faudrait réintégrer dans la gouvernance de l'eau. Mais on a aussi identifié des freins beaucoup plus opérationnels dans la gouvernance de l'eau qui empêchent aujourd'hui une pleine prise en compte des problématiques de changement climatique, des risques liés à l'eau, sécheresse et inondation, mais aussi des problématiques de pollution aux pesticides, aux micropolluants. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi, alors qu'on a des éléments de planification qui sont très forts, qui sont les SDAGE, pourquoi à l'échelon local, on ne retrouve pas cette finesse d'analyse et finalement un projet de territoire autour de la gestion de l'eau. La gouvernance de l'eau, elle n'est pas assez opérationnelle à l'échelle locale. Premièrement, parce que les schémas directeurs ne sont pas toujours convertis ou déclinés en des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau à une échelle beaucoup plus locale. On estime que la moitié du territoire métropolitain n'est pas couverte par ce qu'on appelle des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, des SAGE. Donc finalement, il y a un déficit de déclinaison de cette planification à une échelle plus locale et du coup plus pilotable, y compris par les responsables politiques. Le deuxième frein ou la deuxième difficulté qu'on a identifiée, c'est l'absence, ou en tout cas le manque de structures porteuses qui puissent porter une maîtrise d'ouvrage de la gestion de l'eau et donc construire des infrastructures, développer des solutions fondées sur la nature qui puissent permettre de mieux gérer l'eau, de mieux la préserver à un échelon local. Il faut savoir que ces structures, elles existent déjà dans certains territoires, on les appelle, alors c'est des noms un peu barbares, des établissements publics territoriaux de bassin ou des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, mais ces établissements publics, ils n'existent pas du tout partout et donc on a un manque de structures porteuses dont les compétences sont assez limitées. C'est les compétences que veulent bien leur donner les collectivités qui se rassemblent dans cet établissement public. Donc on a un manque de maîtrise d'ouvrage opérationnel, un manque de mutualisation de la part des collectivités territoriales. Et c'est peut-être le dernier point que je souhaiterais évoquer, ce manque de déclinaison, ce manque d'opérationnalisation, il est lié au fait que l'ensemble des usagers de l'eau ne s'impliquent pas dans cette gouvernance, malgré le fait que sur le papier, ils soient présents au comité de bassin et au conseil d'administration des agences de l'eau. Et c'est notamment le cas des élus locaux, qui souvent ne se déplacent pas pour les réunions des comités de bassin ou de conseil d'administration des agences de l'eau. Pourquoi ? Parce que la gestion du grand cycle de l'eau, donc l'eau qui s'écoule à travers nos territoires au-delà du petit cycle, elle dépasse leur horizon électoral et leur périmètre géographique de leur commune. Et donc c'est pour eux assez difficile pour l'instant de s'investir et les usagers économiques pour une partie, mais aussi les usagers domestiques sont aussi peu présents dans ces instances de gouvernance. Donc je vais laisser la parole à Pierre pour développer nos réformes qui suivent 3 principes directeurs, plus de nature, plus de prise en compte des écosystèmes, plus de prise en compte des connaissances scientifiques et aussi plus de démocratie à travers la représentation de l'ensemble des usagers. On a beaucoup aussi réfléchi, avant de passer de propositions, à pourquoi les solutions fondées sur la nature, par exemple, sont si faibles, font l'objet de beaucoup de conférences et de débats et si peu de pratiques territoriales. C'est un sujet, je le dis parce qu'on pourra peut-être en revenir tout à l'heure dans le débat. Pour nous, c'était une vraie interrogation. Aussi, on s'est interrogé sur pourquoi le concept d'empreinte hydrique, qui est porté depuis 20 ans, peut-être, Pierre-Alain, n'a pas donné lieu à des modes opérationnels. C'est-à-dire le fait que 1 kilo de blé, c'est 1500 litres et un jean, c'est entre 5000 et 10 000 litres d'eau. C'est-à-dire cette conception et le fait que les Français, en fait, 47% de l'eau consommée par les Français viennent d'importation de produits. C'est toute cette logique des transferts sur lequel il y a eu un gros travail de réflexion intellectuelle et scientifique, mais qui ne sont pas donnés d'éléments de type opérationnel. Ça, c'est un débat auquel on a été aussi particulièrement attentif dans le cadre de nos réflexions sur nos propositions et nos recommandations. D'abord, on a conscience que nos recommandations ne sont pas complètement abouties, c'est-à-dire qu'elles donnent des lignes directrices en fonction du travail que l'on a fait. Mais si on a voulu d'ailleurs cet atelier et cette réflexion, c'est bien pour poursuivre avec vous
l'élaboration de ces recommandations qui, si on veut perturber un système qui est complexe mais bien organisé, c'est clair que beaucoup de gens vont s'opposer à toutes les idées nouvelles qui pourraient être faites. Donc on a vraiment besoin de les structurer, de les organiser, et on a sans doute besoin de la communauté de l'eau et des acteurs de l'eau de façon beaucoup plus forte pour les affiner au fur et à mesure de nos réflexions. Il y en a quand même trois thématiques principales que l'on veut souligner. C'est le sujet de l'eau verte. Shiraz en a parlé, c'est 60% de nos précipitations. C'est une capacité à intégrer la question de l'aménagement à travers l'eau verte dans des espaces urbains, parce que c'est bien évidemment le problème de la nature dans sa capacité à stocker l'eau et aussi à des vaporisations. Donc c'est vraiment reprendre la main sur l'eau verte en intégrant des scientifiques notamment et des gens qui travaillent sur ces sujets-là dans les systèmes décisionnels, y compris dans les comités de bassin. C'est en tous les cas une idée qui nous est chère. La deuxième, c'est sur la question du territoire. C'est-à-dire que dans le fond, est-ce que la séparation historique entre petit cycle de l'eau et grand cycle de l'eau a encore un sens aujourd'hui? C'est vraiment une question qu'on s'est posée. On a eu l'impression, en tous les cas, que les élus locaux, les élus territoriaux, se trouvaient un peu démunis face à autre chose que la gestion des services d'eau et d'assainissement. Et que donc on souhaitait que les territoires reprennent la main sur la gestion de l'eau dans une vision systémique qui intègre le petit cycle et le grand cycle de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y ait qu'une collectivité qui assure le chef de file en fait, de la politique de l'eau dans un sous-bassin identifié. Quelle collectivité? Là, l'histoire montre qu'il y a plein d'initiatives en France avec des natures de collectivités différentes. Donc on ne s'est surtout pas prononcé de savoir si c'était la commune, le département, le PCI qui le fait. Ce qui nous semble important, c'est qu'il y ait une reterritorialisation de la politique de l'eau dans une vision absolument systémique des deux. Et la troisième chose, c'est la question de la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire le déficit de maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, comme l'a dit Shiraz, il y a des comités locaux de l'eau, mais qui n'ont aucun statut juridique, et des EPTB qui n'ont pas la capacité à maîtrise d'ouvrage. Il faut qu'on redonne de la maîtrise d'ouvrage très clairement identifiée pour que les investissements nécessaires face à l'ensemble des problématiques de l'eau et entre autres des phénomènes extrêmes que représentent les sécheresses et l'inondation soient clairement pris en charge. Par ailleurs, il y a un débat qu'on souhaiterait ouvrir avec vous aussi sur financement et maîtrise d'ouvrage. Est-ce que c'est incompatible? Est-ce que ça doit être compatible? Comment les agences de l'eau peuvent-elles évoluer? C'est des sujets que l'on a identifiés sans être en mesure, à ce stade, en tous les cas, de pouvoir donner des propositions concrètes. Mais on attend vraiment de vous, de notre débat, mais aussi des amendements que les uns et les autres pourraient donner dans le futur, de pouvoir nous préciser les choses. Deux petites remarques simplement. Il y a 2 membres du conseil d'administration qui ont reçu avant vous cette note. Donc, ils nous ont fait quelques remarques. François Demarque nous a fait beaucoup de remarques. Et il est particulièrement... alors, il trouve que le travail d'analyse est très bon, très bon. En tous les cas, il est très sérieux, voilà, et intéressant. Il est plus dubitatif sur notre volonté de redonner au territoire des responsabilités qui incombent à l'État. Je vais être très clair avec vous en disant, voilà, est-ce que vraiment les élus sont intéressés et sont capables aussi d'être, y compris en termes de convention de déversement, en termes d'autorisation, de prélèvement, de pouvoir assumer ce type de fonction. Donc je laisse le sujet au débat. Et Nicolas Imbert, qui est donc de Green Cross, soulignait surtout le fait que, bien préciser que nous avons traité que le sujet métropolitain, que l'outre-mer a des problèmes extrêmement importants, je pense à Mayotte, mais aussi à la Guadeloupe et à d'autres pays, qu'il faudrait au moins, en tous les cas, préciser dans notre note qu'on est sur le territoire métropolitain et peut-être ouvrir un champ complémentaire sur la question de l'eau et de l'outre-mer. Voilà les 2 remarques que nous avons reçues que je voulais mettre en débat. Je vais donner peut-être la parole à Thierry d'abord pour qu'il nous dise un petit peu sa vision de ce travail. Et puis, donc Thierry a participé à ce travail et en lien étroit aussi avec Laurence Demas au titre du CFE. Et puis on demandera à Pierre Laroche, qui lui n'a pas été dans ce travail ensuite, de nous faire son regard d'expert extérieur par rapport aux propositions qui sont émises dans cette note. Merci Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Donc bravo pour ce travail qu'il va falloir livrer d'ailleurs à la conférence nationale sur l'eau qui est en train d'être lancée par le gouvernement. Alors on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais il y a une consultation en cours, donc il faut en profiter.
Alors, moi, je vais vous dire quelques mots. Peut-être pour vous dire, derrière ce que nous a dit Chiras, pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui alors qu'on a une loi de 1964 qui a fait école dans le monde entier. Pourquoi cette loi qui a fait école dans le monde entier ne fonctionne pas aujourd'hui en France? C'est intéressant de se poser cette question-là. Alors la loi dit 3 choses importantes. Elle dit d'abord la cohérence hydrographique, Chiras l'a dit. Un fleuve, ça se gère de la source jusqu'à l'embouchure. Quoi de plus normal? Le problème, c'est qu'on n'écoute pas les fleuves. Et le fleuve a une légitimité hydrographique, mais il n'a aucune légitimité politique. Aucune. On n'écoute pas les fleuves. On a même utilisé les fleuves pour séparer les territoires. Séparer les communes, séparer les intercommunalités, séparer les départements, séparer les régions. Et vous imaginez bien que dans un moment où il va falloir partager l'eau, chacun chez soi, les vaches sont bien gardées, comme on dit. Donc le périmètre hydrographique n'a aucune légitimité politique en France, ou si peu. La deuxième chose que la loi sur l'eau a dit, je crée des comités de bassin, donc des soi-disant parlements de l'eau, pour écrire la politique de l'eau. C'est ce qu'on fait à travers les SDAGE et les documents de planification. Alors ce Parlement, il a une vraie légitimité parce qu'il y a des élus, il y a des agriculteurs, il y a des industriels, il y a des associations, il y a des consommateurs pour parler d'une politique de l'eau. Le problème, c'est que ce Parlement de l'eau n'a pas de légitimité. On ne l'écoute jamais, ou si peu, ou si peu, ou si peu. Et vous pensez bien que le président du comité de bassin que je suis, quand il s'adresse à un président de région pour lui dire « fais attention », le président de région lui dit « mais de quoi tu me parles, toi, tu vois on n'écoute pas le fleuve, on n'écoute pas. » Donc c'est un vrai sujet parce que du coup, ce Parlement qui pourrait être une force, c'est quand même une belle démocratie participative, mais qu'on n'écoute pas. La troisième chose, et je vais vous prendre l'exemple du SDAGE, pour vous dire 2 choses qui ne vont pas non plus. Dans le domaine de l'eau, on a beaucoup de techniciens de très haut niveau. On a beaucoup de compétences. Mais il y a une chose qu'on a fait ces dernières années, c'est qu'on s'est complètement enfermé sur de la technique. Mais complètement. C'est-à-dire que le monde de l'eau, il est illisible. Moi, je peux vous parler de l'eau en vous parlant d'études HMUC, HMUC, de SDAGE, de SAGE, de PTGE, Vous allez me dire, mais de quoi il nous parle? Il nous parle du fleuve. Une chose très simple. Mais le monde de l'eau ne se fait plus comprendre. Donc, comme les gens ne comprennent pas, ils passent à autre chose. Tout simplement. Et on a voté un SDAGE tout récemment. Il y a quelqu'un qui a fait un calcul, 17 kilos de papier. Personne n'a lu le document. Personne n'a lu le document, il est tellement épais, c'est de la technique à tous les étages, c'est incompréhensible. Donc moi j'avais dit au directeur de l'agence de l'eau, sans plaisanter, ce qui serait bien, c'est qu'on écrive un SDAGE pour les nuls. Mais il l'a mal pris. Non, mais il l'a mal pris, parce que le monde de l'eau, c'est encore une fois enfermé dans des recommandations, dans des préconisations, dans des interdictions complètement difficiles à comprendre pour le commun des mortels. Alors qu'on parle d'une ressource en eau essentielle. Autre remarque, quand on vote le SDAGE, qui est un document qui a nécessité des heures et des heures de travail, où on a usé tous les participants. D'ailleurs, beaucoup ne viennent plus parce qu'ils ne comprennent plus. Je vous assure, hein, ils ne comprennent plus. Donc, on vote le SDAGE, et puis on nous dit qu'il faut le mettre à enquête publique, ok, et il faut demander l'avis de l'autorité environnementale. Ce qu'on a fait. Alors, l'avis de l'autorité environnementale, il est fantastique. Et ça va résumer un petit peu nos dysfonctionnements. Il dit, très bon document, mais votre document SDAGE, là, il ne parle pas aux SRADET des régions. C'est-à-dire aux schémas régionaux d'aménagement du territoire des régions, traversés par le SDAGE. Pour les experts de l'eau, on sait bien que la question de l'eau, ce n'est pas une question environnementale.
c'est une question de développement économique et d'aménagement du territoire. Parce que c'est le développement économique et l'aménagement du territoire qui fait la qualité de l'eau des fleuves. Hein. Ce n'est pas la politique environnementale. Hein. Donc, vous vous rendez compte, le SDAGE ne parle pas au SRADET des régions. Alors, par curiosité, je suis allé voir l'avis du SRADET des régions. J'ai fait les 6 régions, parce que Loire-Bretagne couvre 6 régions. Dans les 6 régions, l'avis du SRADET, c'est très bon document, mais il ne parle pas au SDAGE. Donc, personne ne se parle en France. Non, mais attendez, ce n'est pas une plaisanterie. Hein. Les politiques publiques ne se parlent pas en France. Donc, comment voulez-vous qu'on y arrive? Alors, donc, je fais ce constat-là. Donc, autre chose. Les lois sur l'eau sont fantastiques, notamment pour la métropole. Ça a permis de moderniser notre pays. On a l'eau au robinet, on a de l'assainissement, on a fait des progrès, il reste à faire, mais sur ce que j'appelle le petit cycle de l'eau, même si, comme Pierre, j'aime pas dissocier le petit du grand, mais pour l'explication, c'est plus facile. Pour le petit cycle de l'eau, j'ai envie de dire qu'il y a eu du travail de fait. Et le petit cycle de l'eau, c'est simple. Plus je consomme, plus je paye. Et sur le principe, pollueur-payeur, j'épure mon eau, je la salis, je paye pour la meilleure. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Et d'ailleurs, le système financier des redevances de l'eau, des agences de l'eau, fonctionne sur ce principe-là. Je paye une redevance qui vient alimenter une caisse commune, qui redistribue de l'argent pour améliorer la qualité de l'eau, etc., etc. Ça a bien fonctionné. Ça a tellement bien fonctionné que quand vous posez la question à quelqu'un d'où vient l'eau, du robinet, on ne sait même plus d'où elle vient. C'est terrible. On ne sait même plus d'où vient l'eau que l'on boit. Je ne sais pas si elle vient du forage d'à côté, de la nappe phréatique, de la rivière, etc. Donc on a perdu le lien entre la ressource en eau et l'usage à la maison. Ça, c'est un vrai problème aussi, parce que du coup, comment on protège quelque chose qu'on ne connaît plus? Alors d'ailleurs, on nous a fait croire pendant un certain nombre d'années que ne vous inquiétez surtout pas, on va s'occuper de tout. Il y a un problème de pollution, vous inquiétez pas, on va traiter. Donc on a laissé penser qu'on pouvait... voilà. Bon, paf, dérèglement climatique. Alors ça, on nous le prédit déjà depuis un certain nombre d'années, mais là, ça y est, on rentre dans le dur. Là, on rentre dans le dur. Sécheresse, inondation, secousses, enfin bref, catastrophe que l'on vit. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelque chose. Hein. Bon, donc là, ça commence à faire peur. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un grand cycle de l'eau. Parce que la rivière, quand elle déborde, évidemment, on se rend compte, on se dit, mais d'où elle vient, comment ça se passe, etc. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a un grand cycle, parce que comme il n'y a plus, l'eau potable ne peut pas assurer toutes les fonctions liées à l'eau, bah, il faut bien aller chercher de l'eau où on peut en trouver. Et l'agriculture, par exemple, dit, bah, moi j'en ai plus, bah, il faut que j'imagine d'autres manières de capter l'eau. Et puis tout ça. Et puis on se rend compte que finalement, le grand cycle de l'eau, la pluviométrie, l'infiltration, le ruissellement, tout ça, c'est des choses qu'il faut appréhender. Et que ça se gère. Mais le problème, et l'une des questions que je pose, moi, qui est un peu fondamentale, c'est est-ce qu'on peut gérer le grand cycle de la même façon que le petit, tant dans sa gouvernance que dans son financement? Ben, je dis non, c'est pas possible. Il faut imaginer d'autres choses. Et on s'aperçoit à travers les sécheresses notamment que sans eau, pas de santé publique, pas de biodiversité, mais pas d'économie, pas d'agriculture, pas d'industrie, et que l'eau, finalement, est au cœur de toutes les politiques publiques en France. Et que sans eau, ben, on n'y arrive pas. Alors, c'est pas sans eau, c'est pas... Et la difficulté de l'exercice, elle est là aussi, c'est que quand vous cherchez 100 litres d'eau, si vous les cherchez au mois de décembre, au janvier, février, il n'y a pas de problème, vous les aurez. Mais ce n'est pas cela qui compte. C'est les 100 litres d'eau, quand tout le monde en demande, qu'on est à l'étiage, qu'il fait chaud et que les besoins sont importants. C'est comment on partage. Et on se rend compte aujourd'hui, à travers ce qui s'est passé sur les sécheresses, que même un fleuve comme la Loire, qui est le plus grand fleuve métropolitain, qu'on a failli couper l'eau à Nantes Métropole,
qu'il y a des pertes de rendement de plus de 40 à 50% sur les pommes de terre et les haricots verts en Bretagne parce qu'il fait chaud, que les huîtres et les moules ne peuvent pas croître parce qu'il n'y a pas assez d'eau saumâtre sur le littoral, qu'on a été obligé d'arrêter des réacteurs nucléaires. Bref, l'eau, c'est plus l'abondance qu'on va gérer, c'est la pénurie. C'est comment on va organiser le partage de l'eau. Et là, nos institutions telles que je vous les ai décrites jusqu'alors, on gérait l'abondance. Mais on ne sait pas gérer le manque d'eau ou le partage. Et là, moi, je vais terminer par là, pour vous dire que je pense en effet que le dérèglement climatique nous oblige, plus que jamais. D'ailleurs, je fais remarquer, et Pierre-Alain sera d'accord avec moi, je pense que l'eau était le grand oublié des COP, hein. La grande oubliée des conférences sur le climat. Hein. On a parlé carbone, on a parlé biodiversité, on a mis du temps à comprendre que l'eau était sans doute la ressource naturelle la plus impactée par le dérèglement. Donc aujourd'hui, l'eau va devenir un sujet de tension. Ou à l'inverse, un sujet de réconciliation. Parce qu'il y aura ceux qui auront l'eau et ceux qui ne l'auront pas. Et celui qui aura l'eau, il aura le développement. Et donc, ça va poser la question des relations amont-aval, ville-campagne. Ça va poser la question des activités économiques, comment on partage l'eau. Ça va nous obliger à parler stratégie économique. Est-ce que nos modèles agricoles, par exemple, quand on sait que l'agriculture consomme 50% des besoins en eau aujourd'hui en France, est-ce qu'il faut rester sur des modèles qui sont aussi consommateurs d'eau? Est-ce que ça ne nous amène pas à réfléchir aussi à la manière d'urbaniser, à la manière de vivre, à la manière de consommer? C'est tout ça qui est derrière, finalement, ce sujet de bien commun. Et c'est bien, et c'est pour ça que je voudrais vous féliciter pour votre travail, parce que c'est un travail citoyen et politique. Il faut arrêter de dire que la question de l'eau, c'est un sujet technique. On a besoin de la technique, on a besoin de la recherche, on a besoin de l'innovation, mais c'est un sujet politique, mais dans le bon sens du terme. C'est un sujet citoyen et politique. C'est qu'est-ce qu'on veut. Et à la différence du carbone, parce qu'on voit bien la difficulté sur les émissions de se dire qu'est-ce que je peux faire pour émettre moins de carbone, surtout dans un monde en guerre comme on le vit aujourd'hui. C'est difficile à appréhender. Par contre, il y a une chose qui est certaine, et ça c'est un point que je veux souligner, c'est que sur l'eau, quand on veut, on peut. Si on veut s'adapter pour faire autrement, on aura des résultats. Et ça, c'est une lueur d'espoir, parce que si on se prend en main, on peut s'adapter et rendre notre monde plus vivable. Mais il faut que les fleuves et les grands aquifères aient une vraie reconnaissance et une vraie légitimité, c'est dans vos propositions, apporter une ambition commune. Merci Thierry. Alors on va voir ce qu'en pense Pierre-Alain Roche. Je veux dire que Pierre-Alain, il a été à la fois un patron opérationnel de l'État au sein de l'Agence de l'eau. Il a également été patron opérationnel dans une collectivité locale et il a été longtemps aussi inspecteur général, on dit comme ça, du développement durable. Donc il a une vision globale. Donc ce qui nous intéressait, et en plus il a été aussi président de l'association d'ailleurs, de tous les techniciens et ingénieurs de France dans le domaine de l'eau et de l'environnement. Donc il a une vision extrêmement globale à travers ces choses, et vraiment on est intéressé de savoir quel est ton regard, Pierre-Alain, sur le diagnostic que nous portons et sur les propositions que nous faisons. Oui, bonjour à toutes, merci pour tous ces compliments. Alors c'est vrai que je me consacre plus à des questions internationales actuellement qu'aux questions franco-françaises, même si on a rédigé un article commun en comparant nos expériences de Sivins et de Sainte-Soline sur les questions de gouvernance. Juste quelques... Donc, moi, je voulais vraiment dire que je me retrouve beaucoup dans ce document. Je le trouve très bien fait, très, très clair, très pédagogique, très, très bien.
j'aurais tendance à dire on doit pouvoir pousser le bouchon même un petit peu plus loin que vous l'avez fait. On peut y aller. Enfin, je dirais votre diagnostic, il est assez radical, mais par contre, effectivement, les solutions sont prudentes. Et je le comprends parce que c'est des sujets sur lesquels on a un acquis. On ne part pas de zéro, on ne part pas d'une situation, d'une gouvernance qui dysfonctionne absolument, totalement. Il y a des choses qui vont bien, qui progressent, et puis il y a des choses qui ne vont pas, que vous soulignez. Donc la question que vous posez, de comment trouver de nouveaux outils, de nouvelles approches pour avoir une politique de l'eau plus écologique et plus démocratique, c'est un sujet qui est compliqué, enfin, qui va pas de soi et sur lequel on ne peut pas faire des rodomontades. Donc bravo pour ce très bon travail qui a l'avantage de la concision, c'est-à-dire sur le sujet, vous auriez pu faire 300 pages sans difficulté. Il y en a plein qui l'ont fait et ça n'aurait pas été très différent, enfin, dans le résumé, quoi. C'est réfléchi. Alors, je voulais réagir sur ce qui a été dit, qui n'est peut-être pas reflété complètement dans le papier, c'est le côté de la lisibilité. Il est abordé, mais il est abordé un peu différemment. Il est abordé dans le papier d'une façon... les instances sont illisibles. Mais ce que vous avez dit, ce que tu as dit, Thierry, et que je partage totalement, c'est la politique est illisible. Ce n'est pas du tout la même chose. Les objectifs sont illisibles. Moi, j'ai en mémoire le premier SAGE qui a été adopté, c'était le SAGE de la Drôme, il y a 50 ans. Ce SAGE, il avait un seul mot d'ordre, très simple. On veut pouvoir se baigner à nouveau dans la Drôme. Et ils avaient, avec les agriculteurs, c'est un territoire très agricole, avec les collectivités, décliné en fait tout ce qu'il fallait faire pour cet objectif que tout le monde pouvait comprendre et où tout le monde pouvait adhérer, qui est de pouvoir se rebaigner dans la rivière. Et ils y sont arrivés. Et moi, j'en avais gardé l'idée que quelque part, pour qu'on arrive à se comprendre autour de ces questions qui sont nécessairement après scientifiques et techniques approfondies, je vais y revenir, eh bien, il faut qu'on ait une vision claire de où on veut aller. Or, aujourd'hui, quand vous regardez la directive cadre sur l'eau, vous avez un joli slogan qui est « Restaurer le bon état écologique des masses d'eau ». C'est un peu jargonnant, mais enfin, ça veut quand même dire un peu quelque chose. Mais derrière, la déclinaison dans un territoire, elle n'est pas du tout lisible. Et les gens ne voient pas finalement ce qui peut changer, ce qui va changer. Donc la question de retrouver des objectifs simples communs est important. Et le SDAGE pour les nuls que tu évoquais, et je vais revenir sur la planification, c'est pas tant un SDAGE pour les nuls qu'une appropriation collective de où on veut aller. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de traduire du jargon technique dans un objectif, il s'agit de se mettre d'accord sur des lignes directrices que tout le monde peut assumer. Alors, gestion de papier. C'est très français. On retrouve aussi dans un certain nombre de pays, mais la profusion de documents de planification, de stratégies, de plans, de politiques publiques exprimées dans des kilos de papier est considérable. Et on utilise beaucoup de notre matière grise à se mettre d'accord sur ces trucs. Et il y a une conviction quand même assez profonde entre les parties prenantes qui est que de toute façon, la réalité qui va se passer, ça sera autre chose. C'est-à-dire qu'on ne croit pas à ce qu'on écrit quand on fait un SDAGE. On se donne des objectifs qui font bien. Il faut arriver à se mettre d'accord sur un truc qu'on peut adopter et il faut que ça ait l'air bien. Donc on remplit toutes les cases. C'est un exercice très scolaire. Je veux dire, il y a plein de gens qui savent très bien faire. Et ChatGPT ferait un très bon SDAGE. C'est-à-dire mettre tous les mots valises qu'il faut bien pour que ça ait l'air bien. Et quand on passe à l'action, en fait, on ne s'est pas convaincu à travers cette profusion de papier, on ne s'est pas convaincu de la réalité du mouvement qu'on veut impulser.
Donc il y a un travail de réappropriation de où on veut aller qui est important. Après, les problèmes que l'on aborde font l'objet de polémiques. Les gens ne sont pas d'accord parce que ça touche leurs intérêts. Et donc, quelque part, vous mettez en avant la question de comment refonder par la science les politiques. Les solutions fondées par la nature, il y en a plein. Ça fait 50 ans qu'en milieu urbain, on sait quoi faire comme technique qu'on appelle alternative, c'est très joli, en matière de maîtrise des eaux pluviales. Et aujourd'hui, il y a des gens qui le font, mais ce n'est pas généralisé. À l'échelle des rivières, on peut écrire des bouquins entiers de bonnes pratiques, de bons exemples, de choses qui se font, qui sont de qualité, qui respectent la nature. Mais tout ça, ça ne fait pas système, ça fait pas, c'est pas incorporé. Donc la question c'est déjà une bonne chose. On a des réponses. On a des réponses aux questions qui sont posées. Dans le domaine agricole, c'est évident que des tas de nouveaux mouvements du monde agricole permettent d'espérer des pratiques différentes et plus respectueuses à la fois des sols. Vous parlez très peu du lien entre les sols et l'eau, mais c'est structurel, c'est essentiel. Donc il faut qu'on mette plus de science, et il faut qu'on mette plus de science sans perdre les gens. Puisque je disais au départ, il faut que les gens s'approprient. Donc quelque part, il faut de l'implication et de la transmission, de la traduction. Tu trouves déjà que je suis trop long? Non. Bon, ça tombe bien. Il y en a quelques-uns dans la salle qui ont l'habitude. Mais c'est vraiment pour faire écho à ce que vous dites. Donc, la question du rôle des élus et de la décentralisation. Alors, je connais bien François Demarque, on a été au ministère de l'écologie ensemble pendant longtemps. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit sur le besoin de renforcer le rôle de l'État comme coordinateur, comme grand Manitou, etc. Je suis au contraire, et j'ai écrit dans des rapports sur notamment la gestion des eaux pluviales, partisan du fait que l'État accepte de contractualiser avec des collectivités sur des objectifs globaux et lui laisse la main sur, y compris, les outils des autorisations environnementales. C'est-à-dire, lui dit... Alors, je vais le détailler un tout petit peu parce que vous l'abordez très, très succinctement dans votre papier. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple d'un promoteur qui, dans une ville, fait un projet. Donc, il discute avec la ville, avec la métropole, et on lui dit « Ah oui, mais attendez, ça serait bien de ne pas rejeter dans le réseau des eaux usées, c'est des eaux pluviales, il faudrait... les garder à la parcelle, c'est la politique qu'on mène, elle est très vertueuse, etc. Donc, faites un mécanisme d'infiltration à la parcelle. Donc, vous dites, bon, je veux pas, ça m'emmerde, j'ai autre chose à faire, etc. Ça prend 3 mois, il finit par être décidé parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'on lui sort des textes qui ont été pris pour lui dire, de toute façon, même si ça ne vous fait pas plaisir, c'est comme ça. Donc, il dit, ok, j'y vais, je fais mon machin, vous dites-moi comment il faut faire. Et à ce moment-là, on lui dit « Ah oui, mais maintenant, c'est un rejet dans le milieu naturel. Donc, c'est plus nous, puisque c'est plus dans le réseau. Il faut aller voir les services de l'État. » Et donc, le type, il repart avec son dossier sous le bras et rebelote. Il voit des nouveaux interlocuteurs qu'il n'avait jamais vus. Et pour arriver à obtenir son autorisation sur les conditions d'infiltration, c'est à ce moment-là qu'on lui explique qu'il faut faire des études d'infiltration pour vérifier que ça ne fait pas de sottises, etc. Et donc, il est reparti. Donc, dans ce cheminement, on perd les gens en route parce que c'est trop compliqué pour eux. Alors que, et en plus, ce changement d'interlocuteur déconstruit la cohésion du message. Le dernier point, c'est que quand il arrive dans les services de l'État, il a affaire à quelqu'un qui n'a plus le temps d'aller sur le terrain, qui ne connaît plus le lieu, qui est... complètement débordés par 50 000 trucs, ils sont très peu nombreux. Et donc, en fait, cette police de l'eau administrative, elle est exercée par un État qui, depuis très longtemps, n'a pas les moyens. Et s'il avait les moyens, ça serait une espèce de doublon
de la compétence des collectivités qui ont des techniciens qui savent de quoi ils parlent sur les terrains. Donc, moi, j'ai proposé que l'État délègue aux collectivités, les plus grosses au moins, ces responsabilités-là avec un contrat d'objectifs. Un contrat, on sait très bien surveiller maintenant l'ensemble des rejets, etc. On sait très bien mesurer l'ensemble des choses. Il y a des mécanismes d'autosurveillance qui existent. Donc voilà, de globaliser tout ça de façon à ce que les collectivités soient en responsabilité. Et pour revenir à la motivation des élus, qu'ils se sentent, qu'ils soient en responsabilité de leur territoire à travers cette politique particulière, qui est une des nombreuses politiques qu'ils ont à gérer et sur lesquelles ils ont à gérer les contradictions. Le fait qu'on fonctionne en silo, je ne peux pas le dire mieux que ce que vous avez dit. Donc moi, je crois beaucoup au renforcement des maîtrises d'ouvrage par le renforcement des élus. Alors, c'est évident que c'est un pari. C'est un pari sur l'intelligence locale et c'est un pari sur le renforcement de la capacité citoyenne à se faire entendre des élus. Parce que, comme vous le dites très bien, dans les stratégies locales, il y a à boire et à manger. Donc, vous pouvez très bien avoir aussi des territoires totalement dominés par des lobbies d'acteurs qui, en fait, vont... Là, il y avait des débats, il y avait des reportages sur les centres... Les serveurs informatiques, leur usage de l'eau, etc., hein, qui sont des choses. Autre point que vous abordez, et là merci parce que c'est vraiment très rare que ces questions soient abordées, c'est les questions d'eau virtuelle et de transfert d'eau à travers le commerce. Hein, tu le citais, un peu moins de la moitié de notre empreinte eau est importée à travers les biens que l'on consomme, qui sont en fait produits dans d'autres pays. Donc, quand on cherche à travailler sur le métabolisme d'un territoire avec ses habitants pour en diminuer son empreinte environnementale globale, si on ne regarde, comme on le fait actuellement en France, que son impact sur le bassin où il est localement et les ressources, évidemment, on se satisfait pleinement et parfaitement du fait qu'on exporte nos difficultés, on exporte notre empreinte chez les autres en important. Donc ça ne se traduit pas. Alors on travaille actuellement au partenariat français pour l'eau avec Daniel Zimmer, on anime un groupe sur cette question empreinte eau et eau virtuelle, justement pour comprendre pourquoi ça marche si mal dans la réalité. Et en fait, on n'a pas trouvé un seul traité de commerce international qui parle d'eau, qui parle d'empreinte d'eau. On en a sur la biodiversité, on en a sur les espèces invasives, on en a sur, évidemment, l'esclavage, le travail des enfants, tout un tas de clauses restrictives aux importations d'un pays qui sont en fait la transposition des règles du pays en question. Mais comme on n'a pas un arsenal particulier chez nous, ben, en fait, nos consommateurs, nous, en tant que consommateurs, nous n'avons pas de limite, nous ne donnons aucune limite à cette forme d'empreinte. Et si vous regardez tous les labels des éco, etc., de machin responsable, je le dis pour... eh bien, vous dites, c'est assez amusant, il faut que ce soit respectueux des ressources en eau. Voilà, avec ça, on est bien avancé. C'est-à-dire que, quelque part, ce n'est pas du tout opérant. Et donc, aujourd'hui, on a des mécanismes qui ne sont pas opérants. Alors là, pour le coup, on rencontre des difficultés techniques, des difficultés scientifiques, parce que vous avez très bien élargi à l'eau verte, et je ne vais pas paraphraser ce qui est dans le papier, c'est exactement ce que je pense, mais la question de l'empreinte eau quand il s'agit d'eau verte est une question qui est difficile. Qu'est-ce qu'est la situation en économie? On parle de contrefactuel. Quelle est la situation de référence par rapport à l'usage qu'on va faire d'un territoire? Un exemple bateau qu'on va retrouver, enfin, dont on parle tout le temps, la consommation de viande. Je ne parle pas de la partie carbone, je parle de la partie eau. Empreinte eau de la consommation du bœuf.
selon que le bœuf est alimenté par du tourteau de soja importé du Brésil, qui est alimenté par la prairie, on est sur des comptabilités qui sont très différentes par définition. Et finalement, si on veut regarder l'empreinte du bœuf élevé en pâturage en France et qu'on veut comptabiliser son empreinte, c'est-à-dire combien il a fallu d'eau pour sa nourriture, hein, c'est pas ce qu'il boit, hein, ce qui compte, c'est sa nourriture, eh bien, pour être capable de comptabiliser ça en l'attribuant au fait qu'il y a un bovin qui pâture, il faut voir ce que deviendrait le milieu s'il n'y avait pas cette activité. Il se reforesterait. Alors, il y en a qui seront contents, mais en même temps, ça fera un évapotranspirateur gigantesque et ça baissera les ressources en eau disponibles. Un bœuf sur une prairie, c'est beaucoup moins consommateur qu'une friche arborée en eau. La friche arborée, elle a tout un ensemble d'autres avantages. Hein. Ça ne se limite pas à ça, mais pour dire du point de vue de la ressource en eau et de sa comptabilité. Donc, en fait, quand vous calculez pour votre steak de bœuf combien il y a d'empreinte eau qui est transmise dans ces éléments-là, eh bien, vous heurtez à des éléments qui, selon les circonstances, vont d'un facteur de 1 à 20. Donc, c'est franchement pas confortable pour le public, c'est pas confortable pour tout le monde. Et donc, il y a un effort, et merci d'avoir insisté sur la science et sur les éléments. Si on n'est pas capable d'asseoir les diagnostics sur des éléments de connaissances approfondies, discuter, travailler en fonction de la complexité de la réalité et pas l'image qu'on s'en fait, pas compliqué pour le plaisir de compliquer, mais simplement parce que la réalité est diverse. Mais dans ces cas-là, on se heurte à quelque chose qui permet tous les dénis. Or, aujourd'hui, on a sur les questions d'eau des dénis gigantesques. On n'a pas envie de regarder la réalité. On n'a pas envie parce qu'il faut changer les pratiques agricoles de façon radicale. Tout le monde le sait, mais personne ne veut vraiment le faire parce que le métabolisme urbain il pose des difficultés sérieuses qui méritent des évolutions sur le long terme, etc., etc., etc. Donc on a cette difficulté de transition, d'évolution. Voilà, vous là. Oui, pardon. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre. Comme vous le savez, à la Fabrique écologique, on a une relecture en fait de ces textes et la relecture a été assez enthousiaste parce que je vous invite à regarder ce texte. Il est effectivement, comme vous l'avez dit, court, clair et les propositions sont intéressantes. En vous écoutant, je me disais juste qu'il y aurait peut-être une proposition supplémentaire à faire sur le domaine international, sur ce que vous venez de dire, au fond, sur notre empreinte eau importée. Qui est assez forte et qui pourrait faire écho, par exemple, à des... Oui, mais il n'y a pas de proposition, c'est ce que vous dites. Et on voit bien aujourd'hui la façon dont le débat sur la fast fashion, par exemple, ou le débat sur l'alimentation, fait référence à cette question de l'eau. Alors, je vais vous passer la parole. Pour un peu plus d'une demi-heure en fait, d'échange. Je propose qu'on prenne plusieurs questions à la fois, hein, Mathilde, je pense que ça serait bien, et puis que chacun, tu peux prendre le micro qui est là, que chacun se présente de façon à ce qu'on puisse enregistrer, mais savoir qui vous êtes dans notre enregistrement. Allons-y. Moi j'ai quand même une question, peut-être pour ouvrir le bal, qui est que vous avez dit, Pierre-Alain, vous avez parlé de l'agriculture à la fin de votre intervention. Thierry Burlot, vous n'en avez pas beaucoup parlé, je trouve. Et au fond, c'est ce qui alimente beaucoup l'actualité, en tout cas lorsqu'on n'est pas spécialiste de l'eau. Merci à vous tous d'avoir dit que l'eau était un sujet qui nous concernait comme citoyens. Et c'est là que la conflictualité est la plus forte, autour de l'agriculture. Donc on va prendre plusieurs questions, mais j'aimerais quand même vous entendre sur cette question de la conflictualité autour de l'agriculture, la transformation du modèle et de la possibilité, dans la période qu'on vit, d'imaginer que ce modèle agricole puisse être transformé. Alors, qui veut prendre la parole ? Bonjour.
Elsa Souchet, je suis journaliste pour Reporter. J'habite dans le bassin versant à Dour-Garonne, en Aveyron, et j'ai notamment pu lire Monsieur Roche à l'époque sur le barrage de Sivins, que je connais bien. Alors j'ai découvert la note ce soir, mais en la parcourant, moi je me pose vraiment une grande question, notamment sur votre préconisation de confier à une autorité publique locale le chef de filat de la politique de l'eau. On a quand même des situations, on le voit avec l'autoroute 69, on le voit avec Sivins, on le voit dans d'autres projets où des autorités locales publiques se font le porte-voix d'intérêts privés, qu'ils soient agricoles, qu'ils soient industriels, sous prétexte d'intérêt général. Et on voit aujourd'hui comment la notion d'intérêt général public est dévoyée au niveau même juridique. Moi, je crains fortement qu'avec une décentralisation qui pourrait être intéressante peut-être à l'échelon régional, mais plus bas, on a quand même eu des phénomènes où, dans le sud-ouest notamment, c'était des autorités publiques qui constituaient des sociétés d'économie mixte. Je pense à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, qui s'était faite une spécialité de retenue collinaire comme à Sivins, et qui depuis a changé de nom, c'est Eaux et Rives du Sud-Ouest, et qui s'est fait une spécialité de faire une autre type de retenue. Ça s'appelle les retenues de substitution et ce qu'on appelle les bassines. C'est des sociétés dans lesquelles siègent des élus locaux, et c'est sous le prétexte, souvent, de l'intérêt général, qui en fait est un intérêt particulier, que ces projets-là se font. Donc j'ai une vraie question là-dessus, sur comment on empêche, quels sont les garde-fous pour empêcher qu'en confiant à des autorités locales, on régénère finalement les politiques d'accaparement locaux, des financements européens, nationaux, régionaux, au profit d'une certaine vision ou de l'agriculture ou de l'aménagement. Et la question se pose également, parce qu'on a parlé d'agriculture, mais aussi d'énergie. L'eau consommée, c'est l'agriculture. L'eau qui est utilisée aujourd'hui, c'est notamment l'hydroélectricité et surtout les barrages servant au nucléaire pour refroidir les centrales. On est en train de préparer la construction de nouvelles centrales au niveau national. Il y a aussi une vraie question sur quelle démocratie, sur ces usages de l'eau pour refroidir des centrales. Certaines sont d'ailleurs arrêtées aujourd'hui et demain parce que l'eau est trop chaude. Voilà. Merci. Charles Derex, je suis forestier et président d'une association qui s'appelle Forêt Méditerranéenne. Son objet est clair. Moi, je voudrais apporter une bonne nouvelle. Vous avez oublié un allié, ou plutôt une alliée, dans votre travail, c'est la forêt. La forêt, avec 17 millions d'hectares, couvre un tiers du territoire et elle apporte 4 grands services écosystémiques qui sont celui de la rétention de l'eau, du ralentissement des écoulements, de l'infiltration et de la recharge des nappes, c'est la fonction d'éponge. Le service de qualité, de purification, de filtre, c'est la fonction de filtre. Le service de stabilisation, de formation et de fonctionnalité des sols, c'est une fonction de couverture. Et puis le service d'accueil d'une biodiversité animale et végétale très, très variée, surtout dans les zones humides ou les ripisylves, c'est une fonction d'abri. Bien sûr, pour son fonctionnement, comme les cultures agricoles, cette forêt consomme de l'eau, c'est la fameuse eau verte. Consomme, non. Elle l'emprunte puisqu'elle la restitue par évapotranspiration et 40% des précipitations continentales ont pour origine cette eau forestière. Évidemment, il faut en tenir compte dans l'analyse que l'on fait et dans le choix de l'échelle de réflexion parce que le retour sous forme de pluie de cette eau forestière ne se fait pas au même endroit et ça peut poser des problèmes. Aujourd'hui, cette forêt, elle est mise à mal par le réchauffement climatique et il faut d'autant plus s'en occuper. Je voudrais suggérer 3 points. Mon message est triple. Oui, très rapide, 3 points. Affirmons ces rôles des forêts, reconnaissons-les et inscrivons-les dans la politique de l'eau. Il faut, cher Président, que le mot forêt figure dans votre rapport.
Deuxièmement, appelons les acteurs de l'eau et les forestiers à se rencontrer. Eux aussi, ils ne se connaissent pas, ils ne se fréquentent pas. Il faut qu'ils se rencontrent et qu'ils s'expliquent et travaillent ensemble. Il faut par exemple que la forêt figure dans les documents de stage, de SAGE, de contrat de rivière. Il faut que l'eau figure dans les aménagements forestiers, les plans simples de gestion, etc. Et que tous ces acteurs fassent des travaux ensemble. Et la troisième adresse, c'est vis-à-vis de la recherche, pour qu'il y ait un travail qui soit fait pour mieux connaître ce grand cycle de l'eau, les impacts du changement climatique, etc. Tout ça, ça n'est pas de l'utopie, et je citerai juste un exemple, celui du SAGE de l'Arc, dans les Bouches-du-Rhône, où le nouveau SAGE comprend 2 dispositions en faveur de la forêt pour protéger la forêt dans les documents d'urbanisme et favoriser la mise en place de pratiques forestières favorables à l'eau. On peut y croire et votre rapport peut être l'occasion de mieux faire jouer cet allié objectif de l'eau qu'est la forêt. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une troisième question avant qu'on réponde. Non ? Bon, bah écoutez, allez-y, répondez. Je ne sais pas si, d'ailleurs, vous pouvez répondre à plusieurs, ça me semble important. Allez-y. Allez-y, Cyril. Mais vous pouvez répondre à plusieurs. Il y a de quoi passer un moment, là. Alors, bon, sur la forêt, moi, je ne veux pas... La meilleure réponse que je vais faire, c'est que lorsque j'étais élu dans les Côtes d'Armor, on a protégé un captage et on avait tout acheté et on a tout boisé. Et depuis, ça assure la protection de l'aquifère qu'on utilise pour l'eau potable. Et on sait bien que, par exemple, sous une forêt, c'est 0 nitrate. Hein. Si on n'utilise pas de pesticides, il n'y a pas de pesticides. Donc, voilà. Donc, la forêt peut être un allié, évidemment, à la préservation des ressources en eau. Sur l'agriculture. Ouais, sur l'agriculture. Alors, je suis breton, vous avez bien compris. Et puis, j'ai eu le privilège, si je puis dire, d'être vice-président en charge des politiques environnementales à la région Bretagne. Avec des dossiers comme les algues vertes, vous voyez, des choses comme ça. Donc, le problème de l'eau en Bretagne, c'est un problème de modèle économique. Hein. Il n'y a pas autre chose. Hein. Alors, la difficulté qu'on a sur l'agriculture, c'est qu'il y a des modèles qui sont très vertueux, qu'on connaît, et malheureusement qui ne sont pas soutenus. Je prends la bio actuellement, par exemple, c'est quand même paradoxal de se dire que c'est un modèle qui est reconnu par tous comme la forêt pour être vertueux sur toutes nos questions et qu'on ne soutient pas. Et aujourd'hui, on soutient des modèles qui sont très gourmands en intrants, en pesticides, parce que ça fait fonctionner une machine économique infernale. Donc évidemment qu'on est à côté de la plaque. Et on est à côté de la plaque, d'autant plus que si on mettait la politique agricole commune, qui est très vertueuse au niveau européen, au service de la protection de l'eau, si on les mettait en cohérence, ces politiques, ça serait super. Mais ces 2 politiques publiques ne se parlent pas. Jamais on n'utilise la PAC comme un outil d'aménagement du territoire pour protéger les ressources en eau. On avait commencé avec le 2e pilier de la PAC, vous vous rappelez ? Le 2e pilier de la PAC. Même celui-là, il a disparu. Et maintenant, on est même allé très loin, c'est qu'on considère que les mesures environnementales et climatiques ne doivent plus être payées par le ministère de l'Agriculture, mais par les agences de l'eau. Il faut le faire. Hein. Donc là, il y a une vraie question. Parce qu'on voit bien qu'une grande partie de nos sujets se règlent dans ces territoires ruraux, à travers la préservation des zones humides, la préservation du bocage, la limitation des intrants, de la production. On sait bien que ça se joue là. On sait bien. Mais la question, c'est comment on inscrit cette politique environnementale dans le revenu des exploitants agricoles. Il faut le dire comme ça. Et comment on instaure ce qu'on appelle aujourd'hui des paiements pour services environnementaux pour
rémunérer ceux qui protègent la ressource en eau. Parce qu'en France, on encourage plutôt l'inverse. C'est-à-dire que tout ce qui protège, finalement, est pénalisé. Je vais vous prendre un exemple très simple. Excuse-moi, Florence, ça sera la deuxième fois dans la journée, mais je le fais quand même. Quand vous héritez de 2 terrains, il y en a un qui est constructible et l'autre qui n'est pas constructible. Le terrain constructible, vous êtes content, vous allez faire une plus-value. L'exploitant agricole va être content, il aura son indemnité d'éviction. La commune est contente, elle va avoir de la fiscalité supplémentaire. Il y aura des enfants à l'école, tout va bien. Et là, il y a un deuxième terrain, alors celui-là, il est pourri. Ah, celui-là, il ne vaut rien du tout, c'est une zone humide. Lequel protège le bien commun? Celui-là ou celui-là? Ben celui-là, c'est 0 pour le propriétaire, c'est 0 pour l'exploitant, c'est 0 pour la commune. Vous m'entendez bien? La fiscalité en France fait tout pour encourager ce qu'il ne faut pas faire. Et si par exemple on disait aux communes, ben, votre calcul de DGF, dotation globale de fonctionnement, va intégrer demain le pourcentage de terrain que vous aurez intégré dans une protection accrue, par exemple. C'est ça l'argent public, normalement, c'est fait pour aider la préservation des biens communs. Donc il faut changer radicalement la fiscalité et faire une fiscalité environnementale qui encourage et pas qui pénalise. Parce que dans beaucoup d'esprits de paysans, les gens ils disent ben nous on nous a appris comme ça, on fait comme ça. Et c'est comme ça qu'on a la rémunération, puisque c'est comme ça que la PAC fonctionne, etc. Mais si on proposait d'autres règles du jeu, ben ça serait peut-être différemment. Parce que vous savez, les agriculteurs, ils ne vivent pas bien non plus tout ça. Et ils le disent d'ailleurs. Ils le disent. Alors aujourd'hui, la course est freinée parce que, soi-disant, la question de l'eau est cruciale. Mais pourquoi elle est cruciale? Moi, j'ai été voir les paysans en Bretagne, évidemment, mais je suis allé les voir aussi dans la plaine de Limagne. Vous savez ce que disent les COP agricoles aujourd'hui? Vous n'avez pas la garantie de l'eau, on ne vous signe pas de contrat. Donc pour eux, c'est la survie. L'accès à l'eau, c'est la survie. Plaine de Limagne, l'une des plaines les plus fertiles de France. Pas de garantie de l'eau, pas de contrat. C'est aussi simple que ça. Donc pour eux, s'ils n'ont pas ça, la peur de disparaître, tout simplement. Et moi, j'ai essayé de comprendre. Alors évidemment, je ne veux pas rejoindre les slogans qu'on a entendus ces dernières semaines ou ces derniers mois dans les manifestations agricoles, mais faire porter à la question environnementale le mal-être paysan, c'est quand même gonflé. Hein, c'est quand même gonflé. Mais c'est tellement facile de dire que c'est de la faute de l'environnement. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, ça a de quoi nous inquiéter quand même. Donc la question de l'eau passe par, évidemment, la transition agroécologique, par la réduction des intrants, par un certain nombre de mesures fiscales. Regardez les fameuses taxes sur les pesticides. Il faut les appliquer. Ce sont les produits extrêmement dangereux. On en trouve partout aujourd'hui des métabolites de pesticides. Évidemment, les produits ne sont pas chers. Ils sont peu taxés, donc on en utilise. Et on ne fait pas le bilan de la santé publique et de tout le reste. Hein. Donc, je crois qu'il faut changer la fiscalité environnementale et aider ceux qui protègent le bien commun. Aider ceux qui protègent le bien commun. Et ça, on sait faire. Le jour, moi, je suis allé dans une exploitation laitière dans les Côtes-d'Armor, 300 000 litres de lait, tout en herbe, réduction des intrants au maximum, avec des paysans heureux. Donc, on sait faire de la production en quantité et en qualité dans les territoires bretons, dans les territoires français. On sait faire. Alors, il y a la deuxième chose que je voulais dire par rapport à la Bretagne. Parce que ça, c'est important. Non, mais c'est important, vous allez voir. La Bretagne était la première région de France à rentrer dans les contentieux européens sur les nitrates. On dépassait les 50 mg par litre dans tous les cours d'eau, voire parfois même les 100 mg par litre. Alors on peut beaucoup critiquer la Bretagne, on peut dire beaucoup de choses. Une réalité, c'est que la Bretagne est la première région d'Europe à être sortie des contentieux. Grâce aux agriculteurs, qui ont réduit leurs intrants, qui ont amélioré les programmes. Il y a eu beaucoup d'argent public de mis, je le reconnais, etc. Aujourd'hui, on est autour de 30 mg par litre, sous couvert de M. Chabot, du Césaire.
du César de Bretagne. Hein. On est autour de 30 mg par litre, ce qui place la Bretagne comme l'une des régions où la DCE est la mieux appliquée, entre parenthèses. Vous vous rendez compte? Bon, algues vertes. Algues vertes, les scientifiques nous disent, pour qu'il n'y ait plus d'algues vertes, il faut descendre à 10 mg par litre de nitrate dans les cours d'eau. 10 mg par litre dans les nitrates dans les cours d'eau, ça veut dire tout simplement que vous arrêtez la production agricole en Bretagne. Vous arrêtez la production agricole. Et si je dis ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des choix politiques à faire. Stratégiques forts. Et que ce n'est pas simple. Et c'est pour ça que la question de l'eau doit revenir centrale. Qu'est-ce qu'on pourra faire demain? Et moi, j'invite tous les territoires à engager ce que j'appelle des études HMUC. Hydrologie. Quelle est l'hydrologie de mon territoire? Quelle que soit la taille du territoire, quelle est l'hydrologie de mon territoire? C'est-à-dire, quels sont les aquifères, etc., de mon territoire? Milieu. Dans quel état sont mes milieux? Est-ce qu'ils sont en bon état écologique? Est-ce qu'ils sont dégradés? Est-ce qu'ils sont... enfin, voilà. Dans quel état ils sont? Et est-ce qu'ils sont dégradés? Quelles sont les causes? 3, usages. Quels sont les usages de l'eau dans mon territoire? Tous les usages, publics et privés. Agricoles, non agricoles, industriels, tout. Quels sont les usages? Est-ce que je peux économiser? Et 4, climat. Comment dans 30 ans les choses vont évoluer? Et ça, on le sait le faire aussi aujourd'hui. Et là, vous avez un diagnostic parfait que vous devez mettre sur la place publique pour un débat public et démocratique. Hydrologie, milieu, usage, climat. Voilà dans quel état je suis. Quel est le choix du territoire demain? Quel est le choix du territoire? Et comment on partage l'eau? Et juste un dernier petit point sur le stockage de l'eau. Non, voilà, il faut répondre à la question. Je vais répondre sur les élus locaux. Oui, alors... La question avait déjà été posée par quelqu'un du conseil d'administration, le fameux François Demarque, que tout le monde ne connaisse pas dans la salle, oui. qui avait posé exactement la même question. Alors, moi j'ai un petit peu connu des élus de tout niveau et de toute échelle de territoire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne échelle pour trouver une population d'élus moins sensible aux effets des lobbies. Sur les questions européennes, vous le voyez en permanence, les élus européens sont sans arrêt sollicités par des lobbies de façon puissante. Ils ont dans les mains des outillages très puissants et en fait, on a très peu parlé de la dimension européenne de toutes ces questions environnementales, mais c'est majeur. Au niveau national, vous avez bien vu ce qui s'est passé notamment avec les agriculteurs. Au niveau local, l'État, vous parliez de Sivens, mais l'État était très présent. L'État a autorisé, on s'est confié à l'État. La légitimité venait justement du fait que l'État était là et garantissait les choses. Et pourtant, l'État n'a pas été courageux, a été, ce que je dis dans les papiers, a été paresseux. C'est-à-dire qu'il n'a pas écouté les signaux faibles, il n'a pas fait attention suffisamment pour exercer ce rôle. Donc il n'y a pas de miracle, il n'y a pas une échelle où il y aurait une espèce de conscience plus élevée qu'une autre qui donnerait le bon cap. Alors, on peut rêver de pays totalitaires, hein, de structures où voilà, il y a quelqu'un qui a une vision et qui l'impose. Et ça a existé dans l'histoire, ça existe dans le monde, ça existe un peu partout. Nous, on n'est pas aujourd'hui dans cette situation. Et moi, je ne souhaite pas qu'on le soit. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de faire la plus grande confiance possible à l'intelligence de tous les niveaux et de tous les acteurs. Et donc après, il faut se poser la question, à quel niveau la décision est pertinente? Et non pas des personnes. On aura toujours, à tous les niveaux, des très bons, des burlots dans les régions, et puis des, je ne vais pas donner de nom, dans d'autres régions. Voilà, on aura toujours ça.
quelle que soit l'échelle. Donc, ce n'est pas ça la question. La question, elle est qu'il y a des questions qui peuvent se traiter en connaissant le terrain, en se l'appropriant, en faisant les schmucks, comme tu le dis, en ayant cette vision approfondie de la réalité, en parlant avec toutes les parties prenantes. Voilà, s'il y a des gens qui sont prêts à faire ça, ils trouveront les bons équilibres. Moi, je ne sais pas faire confiance à autre chose qu'un système de démocratie locale pour des décisions qui doivent se prendre localement. Je pense que dans la question, un instant, alors je pense les garde-fous, le droit, la droit. question judiciaire, par exemple. Ouais. Alors, on a beaucoup de décisions de justice. On a un droit de l'environnement qui est assez puissant, qui est en train de se détricoter. L'Assemblée vient de voter finalement, après toutes ces péripéties, de ne pas accepter le moratoire sur les énergies. Ça n'a rien à voir avec l'eau, ou en apparence en tout cas, sur les énergies renouvelables. Donc quelque part, on se dit, on est passé à côté d'une absurdité. Mais vous vous rendez compte que l'Assemblée nationale puisse voter quelque chose qui fait un moratoire sur les politiques de développement, c'est très effrayant. Donc on a vraiment cette question que aujourd'hui on a un droit qui est assez complet. Il n'est pas complètement appliqué. Et dans votre territoire de l'Aveyron, vous pensez peut-être à une retenue dont le nom commence par un C, qui a été réalisée sans autorisation et qui va être finalement régularisée. Donc on est dans le fait accompli, on est dans l'exaction. De la même façon qu'on tolère des manifestations brutales, violentes, qu'on s'en prend aux agents de l'OFB. Voilà, donc c'est pas des... Tous ces gens qui sont là pour faire respecter la règle ne sont pas des remparts. Ils sont fragiles. Ils font de leur mieux avec les moyens significatifs qu'ils ont. Et donc, ils sont sans arrêt fragilisés. Donc, là encore, la question, elle n'est pas dans le rempart, elle est dans celui qui attaque le rempart. Elle est dans comment est-ce qu'on arrive à convaincre les gens que ce n'est pas le bon chemin, que ce n'est pas comme ça qu'ils y arriveront, qu'ils ne se sauveront pas, qu'ils ne sauveront pas l'agriculteur en tuant l'environnement, que ça, c'est un fantasme, c'est de la manipulation, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est tout sauf une réalité. Donc, quelque part, c'est peut-être pas très confortable parce qu'on aime bien être protégé par des murs, mais la réalité, c'est que le système ne peut s'apaiser que par la conscience collective d'enjeux de sauvegarde. Ce qu'on disait tout à l'heure sur se donner des objectifs clairs et collectifs. Et ça prend du... Vous avez dit, je te file toute la parole, hein, Pierre, mais vous avez dit dans votre exposé qu'il fallait à la fois pratiquer la démocratie avec des citoyens et donner leur place aux chercheurs. Et on voit bien que sur ces sujets-là, la question de la place des chercheurs, et c'est un point qui est très souligné dans la note, je tiens à le dire, est essentiel. Parce que par exemple, sur le débat sur les méga-bassines, le gouvernement au départ avait cité une étude du BRGM qui en fait ne s'appliquait pas parce qu'elle était trop ancienne. Et donc cette question aussi de la place des chercheurs, la place à donner aux connaissances, est-ce qu'elle n'est pas une manière par ailleurs de répondre aux interrogations sur les élus locaux qu'au fond beaucoup de personnes aujourd'hui portent parce qu'ils ont le sentiment que certes l'Assemblée nationale n'est pas très reluisante, mais c'est d'abord au niveau du Sénat, qui représente justement les territoires, que le mouvement anti-écologique se fait. Sur Sivens comme sur Sainte-Soline, et il me semble, en tous les cas, je rejoins l'article que vous avez écrit tous les deux dans PCM, c'est qu'il y a quand même une logique d'urgence. Et face à la logique d'urgence, on a raisonné qu'en termes de quels sont les usagers aujourd'hui qui ont le plus besoin et comment on va répondre à cette charge. C'est-à-dire que si on ne fait pas un peu de prospective, un peu de réflexion stratégique, si on n'intègre pas les éléments de nature climatique et les incidences sur le problème de l'eau, ce qui est certain, c'est que la nature et les écosystèmes sont complètement hors sujet. Et sur Sainte-Soline, si j'en crois votre article, bien que ce soit le préfet qui donnait les autorisations, la question des zones humides a été absolument exclue du débat. C'était pas absolument, c'est-à-dire qu'il n'était pas concerné. Donc c'est pas l'institution, qu'elle soit étatique
ou territoriale qui importe, c'est sa capacité à avoir une vision globale et une capacité à prendre en compte l'ensemble des usages, y compris ceux de la nature. Je dois dire, dans notre article, on avait interrogé Thierry sur Sainte-Soline en tant que président du comité de bassin, et la première chose qu'il nous a dit, mais quand l'affaire Sainte-Soline, quand les gens ont commencé à avoir des grandes manifestations sur le site de Sainte-Soline, nous, au comité de bassin, on n'avait jamais entendu parler du sujet de Sainte-Soline et des bassines de Sainte-Soline. Donc, ce qui pose quand même aussi un vrai problème démocratique, c'est que si les institutions en charge de cela sont complètement exclues du débat local, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Si je peux rebondir sur ce dernier point, j'ai fait un article avec des collègues d'AgroParisTech il y a quelques années sur le modèle de la gouvernance de l'eau à la française dans son histoire depuis la création des comités de bassin. J'ai participé au comité national de l'eau à un rééquilibrage des parties prenantes dans les comités de bassin en faveur des usagers et des associations. Et on a montré assez facilement qu'en fait, toute institution se met dans un système de reproduction et de résolution face à des enjeux stationnaires. Et Machiavel, avant nous, l'a écrit. En fait, celui qui est au pouvoir est par nature conservateur. Donc, quelque part, les évolutions et les grandes émergences de nouvelles politiques viennent de l'extérieur de l'institution. Et la question, et les comités de bassin ont un petit peu réussi à le faire, mais peut-être pas avec la vitesse et l'agilité qu'on pourrait espérer. La question, c'est la façon dont l'institution est capable de se nourrir et de rebondir sur ces questions nouvelles qui se posent, qui ne viennent pas d'eux. Donc Sainte-Soline, c'était pas eux, ils regardaient pas ça, parce que pour eux c'était du banal, c'était un truc, enfin quelques centaines de milliers de mètres cubes, c'est des bricoles. Donc personne n'imaginait à l'échelle du bassin versant que ça avait de l'importance, ce sujet-là. Il en a pris parce qu'il y a eu des gens qui ont été en débat, etc. Mais c'était... Enfin, le bassin de la Loire, son grand débat des années 80, c'était est-ce qu'on fait des grands barrages sur la Loire? Et puis Loire nature vivante, Loire vivante, Brice Lalonde, etc., qui bouscule Jean Royer, président de l'établissement public d'aménagement. Mais là, on était sur du gros, sur du massif. Là, on est sur du petit local, on va dire, même si on peut considérer que les enjeux sont significatifs. Donc, ça ne me choque pas que les comités de bassin ne soient pas à l'écoute de tout, mais par contre, il faut qu'ils soient capables, enfin, l'exemple de Loire-Bretagne est quand même significatif. C'est Thierry Berlot, enfin, je ne veux pas faire sa pub, hein, mais il a pris l'initiative d'une mission de médiation avec des acteurs, enfin, avec des acteurs du comité de bassin, pour aller voir sur place, pour rencontrer les gens. Et ça, c'est fou le nombre de gens qui parlent des sujets sans parler aux gens qui sont directement concernés, qui sont autour de la table. Donc voilà, moi je salue cette initiative parce que le comité de bassin, justement, il a fait son rôle d'aller se nourrir d'une réalité qui lui avait échappé. Mais ça, c'est normal du moment qu'il l'a prise en compte. Voilà, il y en avait 3 là. Mais soyez bref. Oui, merci. Bonsoir, Sylvain Rotillon. Donc, moi, le département de l'Essonne, mais j'ai un peu trempé dans l'eau il y a quelques années. Donc, c'est là-dessus, j'ai lu la note rapidement là, en venant dans le train. Ça a l'avantage quand on vient de l'Essonne, c'est que ça m'a laissé un peu le temps. Elle est suffisamment courte et intéressante pour que j'ai pu la lire. Et je trouve que ce qui a été dit sur la question de la gouvernance, le fait de ne pas fixer une orientation, dire c'est tel niveau, je pense que il y a un petit côté frustrant parce qu'on est français, on aime bien avoir quelque chose organisé. Et justement, c'est bien parce qu'on a eu des échecs ces dernières années en ayant fixé de façon arbitraire, je pense la loi NOTRe, MAPTAM, je ne sais plus dans laquelle, ou le transfert à l'interco qui s'est fait qui a cassé la logique de bassin versant.
la GEMAPI qui a été aussi un échec en ayant imposé un cadre qui ne tenait pas compte de la réalité terrain. Et ça, c'était aussi, enfin, pour avoir pas mal discuté avec Jean-Pierre Rideau à l'époque, pour ne pas le citer, qui est quand même à la manœuvre là-dessus, c'était pour faire passer le message auprès de la DGCL qui aime le jardin à la française, qu'il faut que tout rentre dans des cases. Et par rapport à la note, là-dessus, alors si je suis content là-dessus, ma petite frustration par rapport à ça, ce que j'ai pas trouvé, alors c'est peut-être une lecture rapide, vous parlez du bien commun, mais j'ai pas trouvé de référence à la communauté qui va avec le bien commun, et du coup se poser la question de quelle communauté au niveau territorial pour gérer ça, qui n'est pas forcément qu'avec des élus locaux. Enfin, et justement toute cette approche de communauté locale, à quel niveau avoir des approches qui soient vraiment bien territorialisées en fonction des besoins, en fonction des contextes, avec les acteurs, et penser à gérer la conflictualité. On a un peu tendance à être bisounours, à se dire qu'on va se mettre ensemble et tout le monde va être d'accord. Non, il y aura des conflits, et avoir des approches agonistiques plutôt que des approches qui soient complètement... on va arriver à trouver des consensus qu'on sait qu'on ne trouvera pas. Comment réintégrer des approches qui sont conflictuelles, gérer le conflit, gérer dans nos réflexions sur la gestion de l'eau. Je me posais Bonjour, Claire Lobby, donc moi je suis paysagiste et paysage conseil de l'État. Je me posais la question d'une part du cloisonnement à tout niveau, notamment administratif, puisque moi je le vis dans mes missions. Et puis deuxièmement, sur comment est-ce qu'on pourrait mieux définir, à la fois juridiquement, mais aussi médiatiquement, la notion de bien commun. Et je pense que ça pourrait être un garde-fou si on avait une vraie définition qui en fait dépasse justement le cloisonnement juridique, urbanistique, etc. Voilà. Et quand on parle du zone humide, par exemple, on pense tout de suite à ce qu'on reconnaît officiellement, et c'est très binaire, hein. Soit on est dans la pastille zone humide, soit on ne l'est pas. Mais en fait, toute la notion, vous devez bien connaître ça, de tête de bassin, de micro-zone humide, de prairie humide, enfin, de quantité d'éléments qui relèvent du bien commun et qui se croisent avec effectivement des intérêts économiques. Donc c'est comment mieux reconnaître, je pense, juridiquement au départ, mais aussi après médiatiquement, enfin collectivement, cette notion de bien commun. Merci. Bonsoir, Guillaume Cantillon, délégué général au Grand Paris de la ville de Paris. Vous avez évoqué la question de l'incarnation politique des fleuves et finalement de la capacité à activer des protections sur le plan juridique, indépendamment de certains lobbies. À ce titre, je me demandais quel regard vous portez sur les démarches de reconnaissance de la personnalité juridique à certains fleuves. Vous savez, la ville porte une démarche dans le sillage du Parlement de la Loire, alors avec une approche plus juridique que celle du Parlement de la Loire, puisqu'on a passé une convention avec le GRIDO, donc laboratoire de recherche en droit de l'environnement et de l'urbanisme de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et avec des chercheurs, les professeurs Rollin et Foulquier pour ne pas les nommer. Donc un rapport a été produit pour dire finalement comment cette personnalité juridique pourrait s'incarner à travers un nouveau type de personne morale qui pourrait activer les droits de protection et de restauration du fleuve. Une proposition de loi est en cours de rédaction. Voilà, quel regard vous portez sur ces démarches? Merci. Peut-être pour répondre sur la question de quelle communauté autour de cette gestion du bien commun, et faire aussi le lien avec la nécessité d'avoir des garde-fous et de finalement empêcher la représentation de certains intérêts au détriment d'autres. Je pense qu'une question clé qu'on a un petit peu abordée dans la note, c'est la composition effective des instances de décision, qui ne sont pas parfaites, mais qui sont quand même déjà là et avec lesquelles on pourrait faire quelque chose, parce que sur le papier, elles sont très démocratiques, mais en fait, dans les faits, les élus locaux ne viennent pas. Quand ils viennent, ils défendent souvent des intérêts économiques, souvent au détriment d'intérêts écologiques, et les usagers non économiques, et typiquement les représentations d'associations environnementales, FNE, etc., mais aussi des personnalités qualifiées, et donc des chercheurs, ont une place qui est floue, qui est peut-être pas assez importante, et je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener
sur la composition de ces instances de décision et aussi sur les possibilités matérielles d'avoir des représentants d'usagers domestiques et d'usagers non économiques qui puissent se rendre à ces réunions, qui puissent être écoutés, qui puissent participer à la prise de décision. Et ça, c'est peut-être un garde-fou parmi d'autres qui peut empêcher, en tout cas, la mainmise de certains intérêts et donc une gestion plus en commun avec une diversité d'usagers et de collectifs qui soient effectivement représentés. Oui, sur la question de la personnalité morale des ressources naturelles, des fleuves et des rivières, donc bon, il y a des pays qui ont des lois qui reconnaissent ça, c'est relativement récent, mais c'est ancré en fait dans une culture collective très ancienne, donc ça ne vient pas de rien déjà, et c'est pas plaqué, c'est pas calqué comme ça, comme une idée intellectuelle, c'est en fait une résurgence d'une culture dans la loi en face à une question. Si je dis ça, c'est parce que quelque part, faut faire attention à qui représente, qui s'arroge le droit de parler au nom de la nature. C'est bien, et je suis tout à fait de dire la nature, on n'entend pas sa voix, elle ne parle pas, donc elle n'est pas autour de la table de discussion. Bon, ok. Donc quelque part, on dit il faut qu'il y ait des gens qui parlent pour elle. Et là, on est sur quelque chose qui est compliqué, qui est de s'arroger le droit de parler pour un système qu'on croit connaître, dont on a une conviction personnelle profonde. On peut la partager, etc. Mais quelque part, ça n'est qu'un ersatz de la réalité de la prise en compte. C'est-à-dire que c'est parce qu'on ne sait pas faire mieux. Donc moi, je trouve que je suis ces initiatives avec beaucoup d'intérêt. Moi, voilà, je ne sais pas bien comment ça s'ancre dans notre culture et dans notre politique actuelle et comment ça vient faire irruption et comment ça peut être perçu. Ça a de sens, enfin, je dis peut-être de façon un peu compliquée, mais ça a de sens que si c'est compris par toutes les parties et non pas un outil de plus d'une catégorie d'acteurs qui est en conflit avec d'autres. Et c'est ça qui fait que c'est, à mon avis, assez compliqué à faire par rapport à notre culture française, historique. Bon, on n'a pas la mythologie qui va bien pour aller avec ça, pour le dire simplement, même si on a plein de dieux des sources, des rivières. Alors, moi, par rapport à ça, je pense qu'il faut regarder avec attention. J'ai rencontré le Parlement de la Loire, enfin l'association Parlement de la Loire, et d'ailleurs, on a eu une confrontation qui était assez marrante entre le comité de bassin et le Parlement de la Loire. On n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde, hein. On va le dire très simplement. Mais c'était intéressant, parce que c'était deux mondes. Ils travaillent surtout sur l'objet culturel, enfin et je trouve que c'est passionnant. Mais vous voyez, mettre de la culture dans l'eau aujourd'hui, c'est pas simple. Alors que c'est aussi par là que ça passera. Il faut que l'eau redevienne une valeur commune, un objet commun. Et je pense que c'est par la culture, par le sport, par d'autres entrées qu'on arrivera à faire comprendre les enjeux. Donc moi, travailler sur ces questions, c'est important. Je pense quand même que ça sera un sacré constat d'échec pour les politiques publiques si on en arrive là. Hein. C'est pas très grave, ça. Si ça aboutit à des résolutions. Voilà. Alors, sur les zones humides et tout le reste, la tête de bassin, etc., je suis complètement d'accord. Moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais élu, de faire des documents d'urbanisme. Jamais on ne regardait la question de l'eau, des rivières, ces choses-là, alors que c'est essentiel. On classait l'urbanisation. Ce qui intéressait les gens, c'était l'urbanisation. Est-ce que mon terrain est constructible ou pas? Mais concernant les questions environnementales, il n'y avait quasiment rien. Oui, et encore. Donc là, il y a des efforts à réaliser. Sur la concertation, moi je crois que cette question de l'eau peut être un vrai sujet de réconciliation. Ça sera un sujet de tension, c'est clair. Mais ça peut aussi être un sujet de réconciliation. Parce que de toute façon, il va falloir partager.
À l'allure où on va, il faudra partager. Et il n'y a plus grand-chose qu'on doit partager tous collectivement, parce qu'on en a tous besoin. Et ça peut être l'espoir de voir de nouvelles formes de démocratie se mettre en œuvre. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas un conseil municipal ou un conseil communautaire qui tout seul va gérer cette affaire-là. Il y a la cohérence hydrographique, il y a les autres partenaires, les agriculteurs, les associations, les consommateurs, les industriels. Il faut trouver des moyens où chacun est à sa place. Mais de toute façon, il va falloir que chacun fasse un effort vis-à-vis de l'autre. Chacun fasse un effort. Et juste pour finir sur le stockage de l'eau. Moi, je ne vais pas vous dire que je suis pour ou contre les bassines, hein, ou ce qu'on appelle le stockage de l'eau, parce que de toute façon, ça sera inévitable dans certaines situations. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est par exemple la Confédération paysanne, quand elle parle des petits maraîchers, etc., parce que l'accès à l'eau va devenir extrêmement compliqué dans certains territoires. Sinon, ils vont disparaître. Bon, donc c'est comment on fait du stockage, pourquoi faire, qu'est-ce qu'on fait en matière de partage, de solidarité, qui contrôle. Et là, je pense qu'il faut que le territoire se donne les moyens d'avoir une gestion publique de contrôle et d'évaluation de ce bien public, ouvert. Et ce n'est pas non plus, je crois, à l'État seul de faire ça. Les territoires sont capables de se prendre en main. Faire un bon diagnostic, ce que je vous ai dit tout à l'heure, faire un bon diagnostic, connaître ses forces, ses faiblesses, ses dépendances, et être capable d'écrire un projet politique pour le territoire. Ça me paraît important. Merci beaucoup. Peut-être un mot plus la fabrique écologique par rapport à votre question sur les... je crois que vous êtes obligé de partir, c'est ça? Parce que vous avez un train, hein, c'est ça? Bon. Au revoir. Non, mais c'est pas grave. On est ravis que vous ayez été avec nous. Ouais, merci beaucoup. Sur ce que vous dites sur la question de la personnalité morale des fleuves, moi, ce qui m'a frappé tout à l'heure quand Pierre-Alain Roche parlait d'âge dans la Drôme, c'est qu'il disait on avait un objectif, on voulait pouvoir se baigner dans le fleuve. Et je me suis dit, bon, là, l'objectif par rapport, avant de donner la personnalité morale à la Seine, ça a été les Jeux Olympiques, on peut se baigner dans le fleuve. Donc je me dis, c'est intéressant de faire une démarche dite juridique, une fois qu'on a réussi à avoir un objectif assez concret qui a été partagé qui a été compris, je ne sais pas s'il a été partagé par tous, mais il a été compris par l'ensemble d'entre nous. Donc ça, c'est un point intéressant. Et personnellement, je ne trouve pas l'aspect culturel si absent que ça de la culture française. Moi, j'ai créé avec d'autres un prix du roman d'écologie et j'observe depuis 8 ans que le nombre de romans parlant de la question du fleuve, de la question de la mémoire paysanne ou vigneronne à travers l'eau, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très fort. On n'est pas les Maoris de Nouvelle-Zélande, mais on peut très bien imaginer donner une personnalité morale à nos fleuves. Donc là-dessus, on ne serait pas d'accord. La deuxième chose, il se trouve que j'ai travaillé pas mal, Pierre, avec des paysagistes conseils de l'État, et il me semble que la plainte des paysagistes conseils de l'État était de ne pas être écoutés du préfet. Là, j'ai entendu aussi une plainte qui était que quand on dirigeait un comité de bassin, on n'était pas écouté de ceux qui comptaient en termes de responsabilité institutionnelle. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire que dans l'organisation institutionnelle, dès qu'on a une créativité, une capacité à ne pas avoir seulement de pouvoir décisionnaire, mais un pouvoir de lien avec la recherche et d'introduction de la complexité, on n'est pas suffisamment écouté dans la décision publique. Et ça invite à faire autrement la décision publique. Et c'est un point qui me semble assez important, sur lequel également la fabrique écologique est très impliquée. On souhaite, et on l'a dit à plusieurs reprises dans plusieurs notes, que les enjeux de recherche soient associés à la décision publique et que les enjeux de démocratie soient également associés. Voilà. Je te laisse conclure, Pierre, cet atelier. Je ne sais pas conclure, mais juste d'abord, sur la dualité agence de l'eau, comité de bassin, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on en a beaucoup discuté entre nous. On avait même proposé à un moment donné que les agences de l'eau, qui sont désormais présidées par les préfets coordinateurs de bassin, ce n'était pas le cas avant, hein, c'était des hautes personnalités qui le présidaient, ce qui a montré un renforcement de pouvoir de l'État, puis éventuellement avoir une coprésidence entre le président du comité de bassin et le préfet puissent co-présider l'agence de l'eau, ce qui montrerait le poids quand même des usagers et la capacité du débat démocratique d'intégrer dans la décision publique, et notamment de financement. Bon, on n'a pas voulu aller au-delà parce que tout le monde n'était pas d'accord là-dessus, mais il y a un débat qu'on n'a pas eu non plus ce soir, qui est: est-ce que les agences de l'eau doivent avoir de la maîtrise d'ouvrage ou rester des agences financières de bassin?
Le débat est ouvert, hein, c'est un sujet sur lequel on n'a pas conclu, mais on a conscience de ça. Sur le sujet bien commun, qui est, alors on le traite largement dans la note, hein, pour ceux que citer. Bernard Baraquet, que vous connaissez pour certains, qui est professeur émérite du CNRS, et vraiment qui a énormément travaillé sur l'eau bien commun, devait être là ce soir et voulait intervenir sur le sujet. Il n'a pas pu venir, mais je pense qu'on va revoir avec lui pour renforcer ce qu'on veut dire, comment le passage d'une économie de club à une économie du bien commun, qui est un élément clé, me semble-t-il, qui est un chapeau dans lequel on pourra redonner du sens à nos propositions sur l'échelon territorial, dans sa capacité à penser, à réfléchir et à avoir des stratégies de long terme sur l'eau. Donc je ressens bien ça à travers notre débat, nécessité de remettre les choses dans les uns et les autres. Et je vois que Shiraz opine du chef, donc on est d'accord tous les deux sur le sujet. Voilà ce que je voulais dire surtout. Enfin, merci en tous les cas de vos remarques, contributions. On a fait couvrir le débat, on a conscience. Vous savez, il y a une phrase, je l'avais mis pour faire plaisir à Thierry, de Eugène Guillevic qui dit à vivre l'eau, on finit par aller loin. Alors c'est un poète d'origine bretonne et morbihanais comme moi et pas que ça armoricain, donc je ne sais pas s'il aurait apprécié. Ce qui est sûr, c'est qu'on a du mal à fermer aussi le sujet, hein. C'est-à-dire qu'on l'ouvre le débat. Je le redis, hein, on n'a pas voulu rentrer dans... On voulait sans doute aller moins dans les sujets de gouvernance que là où on est arrivé dans notre étude. Au départ, on était vraiment focalisé sur la question de la nature, de l'eau verte, de les solutions fondées sur la nature, pourquoi elles ne se déployaient pas. On a rencontré la gouvernance parce qu'on a rencontré la démocratie, c'est ce qu'on dit d'ailleurs en conclusion. On a laissé de côté des sujets qui sont si bien traités comme le financement par ailleurs. À un moment donné, en tous les cas, notre travail doit se poursuivre autour de la question démocratique. Dans le fond, la place de la nature et de l'écologie dans l'eau passe par revisiter la question démocratique par rapport à l'eau. C'est un peu la certitude que nous avons en conclusion de ce travail. Merci beaucoup de ce travail. Et n'oubliez pas que vous pouvez, la note est ouverte à la discussion et aux amendements. Et n'oubliez pas que vous pouvez donc mettre ces amendements sur le site de la Fabrique écologique pendant 6 mois et que ça nous permettra d'enrichir le travail. Bien sûr, la décision de prendre ou pas ces amendements est laissée à l'appréciation du groupe de travail, mais c'est important de pouvoir aussi discuter parce qu'on voit bien que c'est un sujet sur lequel, comme le dit Pierre, on n'a pas fini. Merci à tous et à toutes.